Bonjour à tous, merci de rejoindre le Journal de la Culture avec au sommaire notamment de la littérature, en présence de notre invité Stephen Clark, auteur de nombreux best-sellers, venu nous présenter son nouveau livre, 1000 ans de mésentente cordiale, l'histoire anglo-française revue, je cite, par un roast beef, le tout paru aux éditions Nil, qui mêle humour, histoire et dérision. Du cinéma aussi avec à l'affiche Amour, la palme d'or du réalisateur autrichien Michael Haneke, qui sous les traits de comédiens sensibles, Emmanuel Riva et Jean-Louis Trintignant, peint le quotidien attendrissant d'un couple en fin de vie. À découvrir aussi l'exposition Uderzo avant Astérix. La galerie Oblique de Paris rassemble des photos rares et des dessins exhumés des archives personnelles du génial inventeur de la saga Astérix et Obélix. Et nous accueillons à présent un journaliste et écrivain britannique, auteur de 1000 ans de mésentente anglo-française, revue par un roast beef, paru aux éditions Nil. Après les best-sellers A Year in the Merde, God Save la France, God Save the President, parmi tant d'autres, il décortique cette fois-ci avec humour, dérision et ironie, je l'ai déjà dit, les malentendus historiques et les disputes quasi cordiales que se livrent Français et Anglais au fil des siècles. Les Français ont-ils réellement remporté la bataille d'Hastings? Jeanne d'Arc a-t-elle été condamnée à mort par les Anglais? La guillotine est-elle une invention française ou anglaise? Voici une histoire française revisitée par un Anglais que nous accueillons dans la joie et le flegme. Stephen Clark, bonjour. Bonjour. Alors, vous semblez dire que vous vous moquez avec presque passion des Français, mais sans jamais les juger? Ah non, je ne me moque pas, je taquine les Français, mais ce qui m'amuse surtout, c'est les différences entre nous. Il n'y a pas de supérieur, inférieur, c'est juste, on est tellement différents, on a tellement des opinions contraires sur absolument tout, et que ça m'amuse, et surtout sur l'histoire. J'ai trouvé que nos visions de l'histoire sont tellement différentes que je voulais écrire une histoire, un livre là-dessus. La vôtre, la petite histoire à l'échelle de la grande, c'est que vous traversez la Manche au cœur des années 90 et vous êtes saisi par le nombre de clichés que vous décortiquez. Et l'un des premiers, c'est qu'à cause de votre accent british, les aristos vous prennent pour un des leurs. On a une chance, nous les Anglais, quand on vient en France, si on parle un peu bien le français, tout de suite, on pense qu'on est un peu genre Hugh Grant, Prince Harry, tout ça. Même si on boit trop et on fait autre chose complètement mal, on pense qu'on est un peu noble, quelque part. Ce n'est absolument pas vrai, mais... Dans vos précédents ouvrages, vous racontiez les aventures de Paul West, un jeune cadre british qui découvre la France, ses mœurs et ses coutumes. Cette fois-ci, vous investiguez un pan de l'histoire et vous vous attelez à restituer tous les détails, les dates, les lieux, les noms, avec, j'allais dire, une quasi-scientifique méthodologie pour l'histoire. Oui, c'est très scientifique dans un sens. Je veux dire, c'est un livre d'histoire, mais en fait... J'ai pris les meilleures histoires de l'histoire, tous les conflits anglo-français, ou les francophones et les anglophones. Et j'ai essayé de raconter avec humour, mais toujours en gardant le sérieux, ces gens sérieusement comiques. Ça veut dire, on peut regarder en arrière maintenant, c'est tellement loin, même des batailles, on peut raconter le côté un peu humoristique. Oui, on découvre des choses comique. Extraordinaires. L'un des moments les plus saillants de ce livre, c'est le général de Gaulle qui se fait carrément virer de l'histoire parce que Churchill, Staline et Eisenhower s'arrangent à ce qu'une photo soit prise autour de la conférence de Yalta en 1945 sans de Gaulle. Oui, ce qu'on ne se rend pas compte, surtout nous les Anglais, c'est de Gaulle, par exemple, et avec les autres alliés, ils avaient des relations horribles entre eux. Je cite là, les Anglais, ils allaient très bas avec leurs insultes en disant qu'ils ressemblaient à une autruche, un ananas même, ils disaient. Il y avait vraiment des conflits très personnels entre eux, tout en gardant, je veux dire, Winston Churchill, c'était un grand francophone, francophile, mais il parlait français, mais les relations entre les alliés, c'était étonnamment horrible. Alors, vous allez débusquer quelques mythes, mais justement, est-ce que le paradoxe, c'est que vous vous attaquez à l'histoire de France en omettant peut-être que chaque nation est portée par un socle qui lui-même repose sur un mythe? Oui, on a tous nos mythes, mais le problème pour moi, c'est que les mythes, par exemple, quand on voit que Jeanne d'Arc, par exemple. Alors Jeanne d'Arc, vous dites, c'est la martyre de la propagande française. Oui, parce que moi, étant anglais en France, des fois, j'ai presque l'impression que c'est moi personnellement qui ai allumé le feu. Je dis, on parle toujours de perfide Albion. Vous faites de la provocation quand même. Non, et certains disent que vous avez même du côté de la mauvaise foi assumé. Des deux côtés, parce que les Anglais en prennent autant pour leur grade. Quand on veut faire des blagues, il faut un peu de mauvaise foi. Mais Jeanne d'Arc, par exemple, il faut savoir qu'à l'époque, à cette époque-là, la France était en guerre civile.
les Français faisaient des horribles choses aux Français. Et la pauvre Jeanne d'Arc, là-dedans, mon éditrice, quand j'écrivais, elle disait, mais tu l'aimes bien finalement, Jeanne d'Arc, qu'est-ce qui t'arrive? La pauvre Jeanne d'Arc, une gamine de 19 ans, Oui. elle était prise dans une guerre civile entre Français. Et c'est des clergés de la région parisienne qui sont allés à Rouen exigeant de la faire condamner. D'accord, c'est des soldats britanniques qui l'ont mis sous le feu. C'est un Anglais elle était prisonnière d'un Anglais, mais c'est des Français qui l'ont fait condamner. Il en va de même pour d'autres circonstances. La guillotine n'était pas une invention française, ni la baguette, ni le croissant, dites-vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a saisi particulièrement, quelque chose qui vous a même presque choqué en découvrant, à travers vos investigations autour de l'histoire, des clichés que vous avez vous-même débusqués? Oui, j'ai regardé les clichés. Je voulais voir si c'était vrai ou pas. Des fois, les clichés sont vrais. Mais par exemple, j'ai trouvé que le pauvre docteur Guillotin, lui-même était horrifié que cette machine porte son nom. Il était tellement horrifié qu'il s'est retiré de la vie publique. Oui, mais il était français. Il était français, donc oui, mais il n'a pas inventé la machine. Il a pris cette machine et il a dit, voilà, ce serait une bonne idée, une sorte de façon démocratique d'exécuter les gens, parce que jusque-là, les pauvres étaient torturés et massacrés, et les riches avaient une mort nette. Alors lui, il voulait la mort nette pour tout le monde. Mais il ne voulait pas que cette machine devant porte la son guillotine. Voilà. On revient dans quelques instants sur cet ouvrage qui balaie 1000 ans d'histoire, et on parle cinéma avec Amour, deuxième palme d'or de Michael Haneke, qui relate la tranche de vie d'un couple d'autogénaires sans histoire, dont l'amour est brutalement soumis à rude épreuve après le drame subi d'une attaque cérébrale. Incarné par Emmanuel Riva et Jean-Louis Trintignant, ce vieux couple attendrissant nous entraîne dans les tourments de la vieillesse et de la maladie. Des crépitements de flash à n'en plus finir, et sous le regard de tous ses objectifs, Emmanuel Riva et Jean-Louis Trintignant, comme se soutenant l'un et l'autre dans cette épreuve de la séance photo. Et leur couple, en ces instants-là, à l'image de celui qu'ils forment à l'écran pour le film de Michael Haneke, qui dresse le portrait de deux octogénaires au soir de leur vie. Mais c'est quoi mon image? Tu es un monstre parfois. Deux octogénaires liés par un amour et une tendresse indestructibles. Lui et elle, qui jusqu'au bout vont ne faire qu'un, même si elle, atteinte d'une paralysie de plus en plus handicapante, va le réduire, lui, à devenir son homme de chevet. Donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es complètement folle? C'est une blague? Pardon? C'est une plaisanterie ou... Ça se veut une plaisanterie ou quoi? Quelle plaisanterie? Ce serait faux de donner l'impression que c'est un film que sur la souffrance et sur la mort. Le film parle de l'amour et de la souffrance, mais au premier degré, il parle de l'amour. C'était clair pour moi. J'ai écrit le film pour Jean-Louis Trintignant parce que, à part de sa qualité comme acteur qui est extraordinaire, il a une très grande humanité. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Avec Emmanuel Riva, après la première répétition, c'était immédiatement clair que ça va être elle qui va jouer, pas seulement parce qu'elle est formidable comme actrice, mais aussi parce qu'elle fait un couple complètement crédible. Crédible et surtout bouleversant, de vérité, de dignité et d'humanité. Une page de cinéma aussi déchirante méritait bien une palme d'or. Nous découvrons à présent des images qui pourraient hériter votre légendaire flegme britannique, Stephen Clark, en évoquant le personnage central d'un irréductible village gaulois. Hommage à travers l'exposition exceptionnelle qui rassemble à Paris tous les dessins d'Albert Uderzo précédant la naissance de la mythique saga Astérix et Obélix. Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix depuis 1959. Avec son complice René Goscinny, il a inventé un personnage devenu célèbre dans le monde entier. J'ai la chance de travailler en ce qui concerne Astérix le Gaulois avec le plus merveilleux des dessinateurs, Albert Uderzo. Et il n'est plus le seul à le penser. Aujourd'hui, une imposante biographie raconte son incroyable parcours dans la BD. C'est le plus grand. Oui, Albert Uderzo est pour nous le plus grand dessinateur au monde. Pas parce qu'il a réalisé Astérix, bien que ce soit déjà énorme. Énorme en effet. Astérix était en gestation dès 1946 avec ce personnage à moustache qui avait déjà les traits du futur héros. Quand j'ai créé Astérix, je ne pensais plus du tout à ce personnage. Et c'est un jour, en revoyant ses premiers dessins, je me suis dit, tiens, c'est curieux. J'avais une prémonition pour ce personnage, puisqu'il existait... sans exister, mais il était là. Il était là, dans les premiers albums d'Uderzo.
En 1946 apparaît Clopinard, un vieux grognard de Napoléon, invincible grâce déjà à une potion magique. Il absorbe de la poudre à canon et ça lui donne une longévité. C'est un personnage qui a déjà plus de 100 ans et qui reste jeune et fringant. C'est sans potion magique qu'Albert Uderzo a publié son premier dessin, Le Corbeau et le Renard. J'avais 14 ans et j'ai 85 ans, donc on peut calculer très vite. Avant de se lancer dans la BD avec ses premiers héros, comme ici Bellois, Uderzo a été peintre, illustrateur, dessinateur de presse. Il a eu plusieurs vies. Cette exposition et la biographie qui sort nous permettent de découvrir ou redécouvrir ses multiples talents. C'est à déguster, à satiété en ce moment à Paris. Il reste quelques jours car c'est déjà, hélas, la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com ainsi que sur Facebook et sur Twitter. Merci Stéphane Clark. Merci. À très bientôt, j'espère. Je vous invite à nous retrouver sur Facebook pour voter massivement autour de la photo de la semaine qui sera commentée par son auteur dans la chronique culture de ce vendredi. Nous vous proposerons de choisir parmi 5 clichés pris par Chantal Stoman autour du projet Lost Highway, évoquant quant à lui l'univers commun à toutes les grandes cités. Ces photos seront exposées à la Cité de l'Architecture du Patrimoine de Paris à l'occasion du mois de la photo. Il vous suffit donc de vous rendre sur notre page Facebook france24.com et de cliquer j'aime, voire j'adore si c'était possible, sur votre photo préférée. Je vous laisse les découvrir à l'instant.